Quand on entreprend un long voyage en pleine nature, en particulier à bord d'une embarcation comme celle-ci, on est obligé de voyager léger, d'emporter un minimum de matériel et de ressources. En ce sens, la capacité de subvenir à ses propres besoins et les techniques de survie vont de pair avec le canoë. Majestueuse et sauvage, la rivière Mississinapi au Canada sillonne l'un de ces environnements naturels que j'affectionne le plus. Il y a 300 ans, ce fut un axe commercial qui contribua à l'essor du commerce de la fourrure et assit par là même la réputation du Canada dans le monde. Le Canada abrite de vastes étendues d'eau. Durant des siècles, on ne s'y déplaçait qu'en canoë. Et c'est encore, à mon sens, le meilleur moyen d'observer la nature. En canoë, c'est le voyage et non la destination qui importe. C'est formidable d'explorer une région aussi sauvage. La faune et la flore y abondent. Et on y surprend de temps à autre un caméraman, comme celui qui me fait face, et qui ne voit pas que derrière lui passe un orignal. Extraordinaire. J'ai toujours voulu naviguer à la rame sur les rivières qu'empruntaient jadis les marchands de fourrure. Dans un cadre aussi bien préservé, on s'imagine aisément la Mississinapi telle qu'elle fut alors, de ses rives peuplées de forêts denses aux abris des castors, dont les peaux alimentaient le commerce. Voici 3 siècles, d'immenses canoës naviguaient sur cette rivière, apportant des marchandises aux trappeurs de l'extrême nord et s'en retournant avant les grands froids avec leurs précieux chargements de fourrure. Les histoires de ces pagailleurs ont toujours exercé sur moi leur fascination. Et plus encore, l'histoire des voyageurs, les plus résistants d'entre eux. Les bords de cette rivière résonnaient alors des chants entonnés par ces hommes au rythme de leurs pagaies pour oublier les distances qui leur restaient à franchir. Dans l'esprit des voyageurs, je navigue à bord d'un canoë à l'ancienne, un prospector en toile et lames de cèdre. Ces matériaux naturels me paraissent en harmonie avec cet endroit. Des fibres du cèdre au clapotis de l'eau contre la proue, tout semble à sa place. Mais un bateau comme celui-ci doit être traité avec précaution. En eau vive, tout se passe comme si on était à bord d'une coquille d'œuf, comparé au confort d'une embarcation moderne en plastique. En une bonne journée de pagaie, j'espère couvrir de nombreux kilomètres. Les marchands de fourrure, quant à eux, entamaient toujours leur voyage par une petite journée de navigation. Ils installaient leur premier campement à guère plus de quelques kilomètres. Ils se réservaient ainsi la possibilité de se servir de la plupart du matériel qu'ils avaient emporté avec eux. S'il leur manquait quoi que ce soit, ils n'étaient pas encore trop loin pour retourner le chercher. C'est ce qu'on appelait le départ en baie d'Hudson. C'est une pratique à laquelle j'ai moi-même recours. Mais avant de rechercher un site où camper, il me faut négocier un petit rapide. Le courant de la rivière s'accélère ici. C'est un vrai bonheur. Ces rapides apportent tout le piment d'un voyage comme celui-ci. Rien à voir cependant avec du rafting en eau vive. Ces canoës ont une coque ouverte. On est donc tenu de rester sur ses gardes à l'approche des moindres rapides. C'est formidable. Quoi qu'il arrive, il n'est pas question de s'arrêter au milieu du courant.
Voilà pourquoi une pagaie de secours s'avère indispensable. Après avoir passé les rapides sans encombre, le moment est venu de chercher un endroit où camper. Je prends soin de quitter la rivière bien avant la tombée de la nuit. Je me ménage ainsi tout le temps et la lumière nécessaire pour parer aux imprévus. J'ai apporté des sacs en toile et une grande tente traditionnelle, une tente Baker. Plus on s'immerge dans la nature environnante, mieux on profite d'un périple pareil. Si elle ne semble pas des plus simples à monter, cette tente correspond bien à l'esprit dans lequel je voyage. C'est là que la tente se révèle vraiment pratique, puisqu'elle fait également office de bâche. Du matériel hors pair, qui offre non seulement un espace où dormir, mais également un espace de vie en cas de mauvais temps. Les voyageurs, en revanche, ne jouissaient pas d'un tel luxe. L'espace et le poids leur étaient comptés, et leur cargaison passait avant le reste. Chaque nuit, une fois leur immense canoë stabilisé sur la rive, ils se construisaient donc un abri de fortune avant de faire du feu pour se réchauffer et repousser les insectes. En pleine nature, savoir allumer un feu a toujours son importance, d'autant plus peut-être quand on est en canoë. En effet, l'eau est froide ici. On risque de chavirer, de perdre tout son matériel et de se retrouver en rade, menacé d'hypothermie. Il est donc vital d'avoir sur soi de quoi faire du feu. Autrement dit, dans le cas présent, un couteau et un appareil qui produit des étincelles. C'est ce qu'il y a de plus fiable dans un climat humide. Même trempés, ces outils me permettront d'allumer un feu. Et à ce niveau de la rivière, il y a plein de bouleaux dont on peut utiliser l'écorce pour allumer un feu. On racle des copeaux fins, la couche inférieure de l'écorce étant plus sèche. On fait ensuite jaillir une étincelle de haut en bas. L'écorce s'enflamme. Il en faut beaucoup pour que le feu prenne. Puis du petit bois. Pendant que le feu prend, on range le couteau dans son étui, on remet tout le matériel en lieu sûr, toujours sur soi pour éviter de le perdre. En regardant les tableaux des voyageurs qui traversaient la région, on s'aperçoit qu'ils suspendaient leur marmite à un trépied. Ils emportaient peut-être une chaîne avec eux, ou peut-être recouraient-ils au procédé suivant. Toujours bien ranger son couteau, c'est plus prudent. Surtout quand il y a des moustiques ou des insectes qui piquent. Parce qu'à la moindre distraction, on a vite fait de se couper. J'ai là la cicatrice d'une blessure que je me suis faite il y a bien des années en négligeant de le ranger. Je vais maintenant assouplir la partie supérieure de cette branche. Seulement cette partie-là, et vous allez comprendre pourquoi. On commence par la tordre, jusqu'à ce qu'elle craque. Elle s'assouplit déjà. Et je vais utiliser les petites pousses latérales pour continuer de travailler le bois en progressant vers l'extrémité supérieure. Arrivé là, je vais lui faire subir une torsion, comme par un mouvement de manivelle, pour travailler la branche en sens inverse et en distendre les fibres. J'en fais une sorte de corde. Ces branches sont d'un précieux secours. Et puis elles repousseront, si bien que je ne détruis pas l'arbre. Je ne fais qu'en prélever une petite partie. Et je vais laisser une distance de la largeur d'une main à peu près, en partant de cette fourche,
de façon à obtenir une extrémité crochue. Voici les morceaux de bois qui formeront le trépied. J'utilise la partie supérieure de cette corde, maintenant bien souple, et je la noue en formant une demi-clé. Ensuite, je passe cette partie-là à travers l'une des fourches de haut en bas, ce qui sécurise le tout et l'empêche de glisser. Notre trépied est prêt à supporter le poids d'une marmite au-dessus du feu. Pour ajuster la hauteur, il suffit de jouer sur l'écartement des pieds. On est vite tenté d'idéaliser l'existence de ces voyageurs. Leur vie en plein air, les chansons entonnées en pagayant, la camaraderie et les festivités à leur retour au port. Pourtant, ils se levaient avant l'aube, pagaillaient 18 heures par jour, se reposant toutes les heures le temps de fumer une pipe. Ils avançaient à une allure forcenée, attendu qu'ils étaient supposés ramer à un rythme de 45 coups de pagaie à la minute. Je raconterai, ô jolie demoiselle, j'ai point choisi, j'ai pris la plus belle. C'est l'Aveyron qui nous mène et qui nous mène, mais c'est l'Aveyron qui nous mène en haut. Beautiful, beautiful. Quelle belle journée! Pour observer la nature, rien de plus magique que le canoë. À voyager en canoë, on se trouve au plus près de la faune et de la flore. On entre véritablement en communion avec la nature. J'y prends énormément de plaisir, c'est vraiment la panacée dans le monde d'aujourd'hui. En pagayant, on apprend à se déplacer au rythme de l'eau. Dès lors qu'on l'a accepté, la vie devient tellement plus simple. Sur une rivière pareille, on sent la présence de ces kilomètres de forêt étendus aux alentours. La rivière est l'artère qui relie le tout en une immense entité naturelle. On me croirait paré pour une guerre bactériologique. Mais en réalité, je m'apprête à pénétrer dans une zone de muskeg, c'est-à-dire une sorte de tourbière. C'est un excellent endroit pour trouver du bois sec. Mais c'est aussi le terrain de reproduction de ces milliards d'insectes qui pullulent dans cette zone durant l'été. Toutes les bêtes à sang chaud des environs sont la proie des mouches noires et des moustiques. Dans les années 1950, le gouvernement canadien a mené des études ici. Et l'on s'est aperçu qu'un avant-bras exposé pouvait subir 280 piqûres en une seule minute. Même si elle me donne chaud et me fait transpirer, cette veste anti-moustique se révèle indispensable. On dit que le bois à brûler permet de se réchauffer 3 fois. Lors du ramassage, puis lors du transport, et enfin quand on le fait brûler.
Je vais faire un pain bannock, un pain sans levain, qui constitue la nourriture de base des voyages en canoë. Il en existe plusieurs variantes. La mienne est très simple. 2 tiers de farine et 1 tiers de lait en poudre. Et aujourd'hui, je vais y incorporer un autre ingrédient. J'adapte la recette pour en faire une sorte de gâteau en y ajoutant des œufs en poudre. On mange beaucoup de ces pains sans levure dans les régions forestières inexploitées du Canada. Les voyageurs faisaient cuire un pain similaire, la galette. On sait d'après certaines descriptions que s'y retrouvaient mêlés des cadavres de mouches ainsi que tout ce que les mains des cuisiniers pouvaient avoir ramassé de saleté. Si je faisais une de ces galettes aujourd'hui, elle serait assaisonnée de quelques moustiques morts. L'ingrédient essentiel de ce pain, c'est la levure chimique. Or ici au Canada, on trouve un ingrédient extraordinaire, cette poudre à pâte. Voilà pour les ingrédients de base. Tiens, il y a bien un cadavre de moustique là-dedans. Ce n'est que justice. Je vais pouvoir à mon tour m'en mettre quelques-uns sous la dent. Je vais maintenant ajouter un soupçon de sucre. J'utilise du sucre brun, qui donne à mon avis un goût bien meilleur à la cuisine qu'on peut faire en plein air. Quand on est sur la route, on attache d'autant plus d'importance à la saveur des aliments. Quelques raisins secs. À la fin d'une journée de navigation, se sécher, allumer un feu, se préparer à manger, c'est une routine bien agréable qu'on attend avec impatience. C'est l'un des plus grands plaisirs de ce voyage. Pour éviter que l'air ne s'échappe de la pâte, on ne la pétrit pas. C'est donc assez différent de la préparation du pain au levain. Je me contente d'agréger le tout. La poêle est chaude, l'huile se réchauffe. J'aplatis la pâte de façon à l'étaler dans la poêle. Je vais maintenant incliner le dessus du pain en direction du feu en calant la poêle à l'aide d'un bout de bois. En plein air, on ne connaît pas les temps de cuisson. Du fait de l'influence de la température, du vent, de l'humidité, on sort donc les aliments du feu dès lors qu'ils sont cuits. Dernier ingrédient, et c'est là un vrai plaisir, du rhum. On en verse sur le pain une petite lampée, un léger filet. Si vous pouviez sentir ces odeurs. Et voilà, un pain bannock. Une superstition interdit de le trancher, le bannock se rompt. Regardez ça. Envoyons de l'avant nos gens, envoyons de l'avant. On a toujours besoin de quelques jours avant de trouver son rythme de voyage. Le temps pour les muscles de s'habituer à ramer et pour le corps et l'esprit de s'adapter à la rivière. Une fois les habitudes prises, on peut pagayer pendant des semaines. Même si je me plais bien dans la solitude, il est toujours agréable de partager ce genre d'expérience. Pendant quelques jours, Ray Goodwin, un de mes bons amis canoëistes, me tiendra compagnie. Ray a pagayé sur les plus grands cours d'eau du monde.
il va pouvoir me faire profiter de son expérience sur l'eau. Lui, de son côté, appréciera mes talents de chanteur. Je raconterai trois jolies demoiselles qui nous mènent, c'est l'Aveyron qui nous mène en haut. Si tu te mets à pousser la chansonnette au bon moment, tu vas réussir à me distraire. Mais là, tu t'es lancé un peu tôt. Je les avais repérés, ces rochers. Je raconterai trois jolies demoiselles. Je raconterai trois jolies demoiselles. C'est agréable comme rythme de vie. Ouais. On a le sentiment de se fondre dans le paysage. On en ressent toutes les influences, le vent. Ouais, c'est vrai. La plupart du temps, je préfère voyager léger et aller très vite. Mais il va falloir que je prenne le temps de faire des voyages comme celui-ci, où l'endroit où l'on est n'a pas moins d'importance que celui où l'on va. Absolument. C'est l'Aveyron qui nous mène, c'est l'Aveyron. C'est à peu près ça? Je m'en souviens pas bien. De toute façon, j'y comprends rien. Continue. La jolie Rochelle. Très joli. Ce serait bien s'il n'y avait pas ce rocher. Oui. On aurait pu passer à droite puis virer sur la gauche. Mais là, il est vraiment en plein milieu. Le seul moyen d'évaluer convenablement un rapide est de débarquer sur la rive. Ray et moi discutons de la meilleure route à prendre et vérifions si d'autres dangers ne nous auraient pas échappé. À des centaines de kilomètres du monde civilisé, il n'y a rien qu'on redoute autant que de fendre sa coque. Là où le canoë de Ray rebondit allègrement sur les rochers, ce rapide ferait voler le mien en éclats à la moindre erreur d'appréciation. Passe sur la gauche de ce rocher à moitié immergé par cette zone moins agitée, et puis prends la diagonale. Bon, d'accord. Il y a encore des pierres au-delà, mais rien de dangereux. Et puis elles sont sur la droite. En plus, on dirait que c'est plus profond, là. Ouais, D'accord. c'est parti. Allons-y. C'est un vrai bonheur de voir Ray dans son élément, totalement concentré sur le canoë. C'était sympa, là. Génial. Fantastic. Fabuleux. Les eaux vives procurent toujours des sensations enivrantes. Elles nous changent des zones où on pagaille lentement et où c'est la pagaie qui propulse l'embarcation. C'est bon de se sentir emporté d'un seul coup par le courant et d'avoir à anticiper sur les 3 ou 4 manœuvres à venir. Ça réveille. C'est le pied. J'ai accroché 2 ou 3 rochers avec la pagaie. Elle est un peu abîmée, je la réparerai plus tard. On s'est bien marré là. C'était bien, oui. Les voyageurs prenaient autant de rapides que possible. Il fallait faire vite. Et la voie des eaux facilitait beaucoup le transport des marchandises. Même sans cargaison, on est déjà chargé. De là, la nécessité de voyager léger en canoë.
Tu ne chantes plus? C'est à ton tour de chanter. Non, 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 non. Allez, chante-nous une chanson. Ceux qui me connaissent ne songeraient même pas à me le demander. Ils ont peut-être raison de ne pas insister. Je ne te le fais pas dire. Ce que j'aime par ici, c'est qu'on n'arrête pas de rencontrer des petits rapides qui nous poussent en avant. Trop de plats nous vaudrait des efforts épuisants. Pour moi, ce n'est pas gênant. Et même si j'aime bien les passages en eau vive, ce n'est pas ce que j'attends du canoë. Pour moi, c'est avant tout un moyen de transport qui me permet d'accéder à ces régions et de découvrir autre chose. Ces rives, toute cette végétation. Voilà un environnement naturel qui a pratiquement disparu en Grande-Bretagne. On a tellement domestiqué nos cours d'eau qu'on a oublié à quoi ils ressemblaient à l'état sauvage. C'est dans des endroits pareils que je prends la mesure de tout ce qu'on a perdu. Le lendemain, nous nous séparons de l'équipe de tournage. Le transport du matériel requiert une petite flotte de canoës qui commençait à nous ralentir. Les voilà partis. À partir de là, on utilisera une petite caméra et on devra se montrer bien plus autonome. Une fois qu'il y a de la fumée, on essaie de maintenir un mouvement régulier. Quelle bonne odeur! Savoir faire du feu fait partie des techniques de survie incontournables. Muni seulement d'un couteau et d'un bout de corde, voire d'un lacet, on peut y parvenir en l'espace de quelques minutes. Il n'empêche, c'est tout un art. Et ici, comme dans beaucoup de domaines, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. À présent, le creux est plein de sueur qui rougeoie. On la voit se consumer. Ah, je l'ai fait tomber. Je la ramasse. Je place la sueur sur les brindilles qu'on a préparées. Je la loge à l'intérieur. C'est bon. Maintenant, on peut enflammer cette écorce de bouleau et le feu est lancé. Ray m'a demandé de lui apprendre cette technique, moins simple qu'il n'y paraît à première vue. Oups. Est-ce que c'est frustrant? L'apprentissage des techniques de survie est une affaire de patience, de persévérance et de maîtrise de soi. Ray peut se targuer de ces trois qualités. Il a beau avoir chaud et peiné, il s'attelle à la tâche. Bon, on commence. Quand j'enseigne cette technique dans le cadre d'une formation, je repère vite qui réussira et qui échouera, puisque c'est pour moitié au moins une question de mental. Le pied gauche plus près du bâton. J'essaie de trouver mon équilibre. Oui. Tout le monde passe par les mêmes difficultés au début. Pousse bien de ta main gauche. C'est bien, continue. Tu t'en sors très bien. À chaque fois un peu plus près du but. Il s'obstinera pendant plus d'une heure. Je croyais que c'était bon. Tu y étais presque. Je ne dirai plus rien, mais quand tu vois de la fumée, ne t'arrête pas.
C'est bon, tu as une braise. Ah ouais? Nice and gentle. Let me help you. Doucement, laisse-moi t'aider. We roll the board away. On écarte la planche. Okay, good. That's it. Relax now. Ray. Voilà, Just relax. détends-toi, Catch Ray. your breath. Respire. Are you ready? T'es prêt? Prêt. Pack it tight. Serre bien. Be hard Vas-y, on franchement. Not so close to Pas your si face. près du visage. That's good. A C'est bit bien. harder. Souffle un peu plus fort. Éloigne le Away from your visage, face or you'll drip ou on ta the- sueur risque de goûter sur la braise. Little puff. Souffle un petit coup. J'ai une flamme. J'ai une flamme. Allô la Terre? Le feu a pris. C'est prodigieux. Fantastic. Mr. Mears. Monsieur Mears? Félicitations. Hold on. One of the things Ce que j'aime dans cet art de la survie, c'est que derrière tous ces procédés se cache une règle d'or, celle de ne jamais abandonner. C'est la leçon fondamentale qu'on peut en tirer. Il ne s'agit pas simplement de faire du feu, là, par terre, mais de réanimer une flamme à l'intérieur de soi. L'équipe n'étant plus là pour nous entraver, nous avons gagné en discrétion, ce qui nous vaut presque aussitôt la visite d'un superbe orignal. Grâce à un mouvement de rame particulier, la godille, on arrive à se déplacer dans le silence complet. Il y a des années, les Indiens utilisaient ce mouvement pour chasser. Aujourd'hui, on s'en sert pour s'approcher des bêtes et les observer. Il n'y a pas pour voyager de moyens plus naturels, plus silencieux, plus paisibles que le canoë. Rien d'étonnant dès lors à ce que les animaux acceptent notre présence si facilement. De tels souvenirs ne vous quittent plus jamais. J'aimerais bien le voir quand même. Incroyable. Tout être ailé qui ne pique pas est forcément un ami. Ces voyages offrent 1000 occasions d'apprendre et d'observer. Partout, on relève des traces laissées par l'un des plus célèbres habitants du Canada, le castor. Ces animaux peuvent être assez fuyants, et c'est après le crépuscule qu'on a le plus de chances d'en apercevoir. Une fois notre campement installé,
je remonte la rivière pour tenter d'en surprendre. Le castor est un animal incroyable. On a du mal à le croire, mais à une époque, il subsistait le long de ces rivières si peu de castors, victimes des trappeurs, que la compagnie de la baie d'Hudson a dû employer des ingénieurs pour faire construire des canaux et des barrages afin que les canoës puissent continuer de circuler. C'est que par leur activité, ces castors qu'on avait éradiqués entretenaient ces voies navigables. La disparition des castors s'est poursuivie jusque dans les années 1930, lorsqu'un métis indien, du nom de Gray Owl, attira l'attention du monde entier sur le sort de ces rongeurs. Gray Owl vivait en pleine nature, où il était indissolublement lié au castor. Cet écrivain prolifique a su saisir l'essence de la vie sauvage, de la faune et de la flore à l'état naturel. Ses œuvres ont nourri les songes d'un lectorat disséminé dans le monde entier. L'un de ses livres les plus réputés, Récit de la cabane abandonnée, fut dactylographié par Margaret Charcot, une amie de la famille. Il nous lisait ses histoires et nous demandait notre avis. L'écouter lire une histoire, c'était bien différent de la lire soi-même. Sa prose ne vous touchait pas avec la même force que lorsqu'il vous faisait la lecture. Il écrivait toute la nuit et dormait le jour, en même temps que les castors. Il vivait à leur rythme. Il était à ce point attaché aux castors qu'il leur a même ouvert sa cabane. C'était très rudimentaire à l'intérieur, du fait des allées et venues des castors. Le sol était couvert de boue et la table en partie rongée. Ces livres l'ont conduit à donner des conférences dans toute la Grande-Bretagne. Le public était séduit par le romantisme de cet Indien énigmatique aux traits réguliers et par l'amour qu'il vouait à la nature, une aura de mystère qu'il n'a jamais cherché à dissiper. En présence d'un photographe ou s'il posait pour une photo destinée à être publiée, il prenait cette expression figée, sévère. Avec nous, il était très différent. J'ai d'ailleurs de nombreuses photos de lui où il arbore un large sourire. Il se plaisait à jouer du stéréotype de l'Indien. Lors de sa rencontre avec le roi George V, ce fut Gray Owl et non le roi qui régla le protocole. Il a exigé que le roi et la famille royale soient assis avant qu'il fasse son entrée en grande pompe. On lui avait dit que ce n'était pas possible, mais il ne s'est pas démonté pour si peu et il est parvenu à ses fins. À la fin de leur entrevue, il a dit au roi en lui donnant une tape dans le dos « Allez, à la prochaine, on ne lui en a pas tenu rigueur ». En réalité, il avait poussé la plaisanterie encore bien plus loin. À sa mort en 1938, on découvrit que Gray Owl avait vécu dans le mensonge. Loin d'être un Indien, l'imposteur s'appelait Archie Bellaney, né à Hastings. On imagine le scandale. Mais ce qui importe à mes yeux, c'est l'existence qu'il s'est donnée et ce qu'il a fait pour la nature. Très en avance sur son époque, il a exercé une profonde influence. Il a prêché en faveur de la préservation de l'environnement et conquis un auditoire sensible à ses idées. Et même s'il n'était pas l'Amérindien, l'Indien du Canada pour lequel il se faisait passer, les Canadiens ne l'ont jamais renié, ce qui est tout à leur honneur. Grâce aux efforts de cet homme remarquable, c'est non seulement le castor qui a été préservé, mais aussi et dans une large mesure l'écosystème qu'il entretient. Le lendemain, nous décidons de ne pas bouger. C'est l'occasion de nettoyer son matériel et d'effectuer les réparations qui s'imposent. Je me sens mieux. C'est aussi l'occasion rêvée de poursuivre l'initiation de Ray aux techniques de survie. Ray,
Tu m'as vu me servir de cette scie pour ramasser du bois. Ce matin, on va voir à quoi d'autre elle peut servir lors d'un périple en canoë. Une scie pliable présente un intérêt évident, puisqu'elle allie sécurité et facilité de transport. Quand on lit les histoires des grands explorateurs qui ont désenclavé le Canada, les récits les plus fréquents renvoient soit à des dessalages et aux pertes de matériel qui s'ensuivent, soit à des canoëistes qui cassent leur pagaie. L'une des techniques essentielles à maîtriser en voyage consiste à savoir comment remplacer une pagaie perdue ou brisée. La première tâche, c'est de trouver le bois qui convient. Je recherche donc un morceau de bois assez long, aux fibres parfaitement régulières. Idéalement, au lieu d'aller abattre un arbre en forêt, on privilégiera un morceau de bois mort abandonné sur la rive. Ce n'est pas ce qui manque ici. Le secret, c'est de savoir reconnaître les ressources dont on a besoin. Ce tronc-là a retenu mon attention. Il m'a l'air bien droit et il n'a pas trop de nœuds. Je m'applique à ne pas casser la lame. Ray n'apprécierait pas la plaisanterie. Une forêt pareille regorge de ressources, notamment alimentaires et médicinales. L'essentiel étant d'apprendre à les identifier. Ce lichen, par exemple, qu'on appelle aussi barbe de vieillard, contient un acide aux vertus antifongicides. Bouilli, il permet de soigner les pieds des sportifs, ou peut se révéler salutaire quand on porte des bottes de canoë depuis un mois. Tout s'est bien passé? Très bonne question. Est-ce que je rapporte une pagaie ou bien du bois à brûler? En tout cas, tu as choisi un bois approprié. Je ne l'ai pas reconnu à l'odeur, c'est son aspect qui m'a guidé. Bon, c'est déjà pas mal. Quand tu l'as examiné, tu as dû voir cette fissure et te dire qu'on pourrait couper là. Mais si on coupe le long de cette fente, on aura une courbe dans le bois. Ce qu'il nous faut, c'est cette partie bien droite de ce côté. Et si on le fend ici, on aura ce qu'on veut. Ça rentre. Un morceau de charbon récupéré dans le feu remplace efficacement un crayon. On trace ici le contour à l'aide de la pagaie existante. À défaut de quoi, on n'aurait plus qu'à la dessiner au jugé. On a maintenant une ligne autour de laquelle on peut couper pour former le manche. Si je taillais trop profond, c'en serait fini de la pagaie. De toute façon, je voulais donner plus d'épaisseur au manche, compte tenu de la nature de ce bois de cèdre facile à tailler, mais moins robuste que le bois de la pagaie qui nous a servi de modèle. Je ne soulignerai jamais assez combien de bons outils bien entretenus facilitent ce genre de travaux. Je manie la hache en donnant des coups bien nettes. Pour qu'un travail à la hache soit efficace, il faut qu'elle soit bien aiguisée et maniée avec vigueur. C'est ainsi qu'on fabriquait les pagaies jadis. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi pour dire que pour un périple en canoë, c'est quelque chose qu'on doit savoir faire. Je ne suis pas de cet avis. C'est un savoir-faire que j'aimerais posséder, bien sûr, mais j'ai toujours une pagaie de secours avec moi. Tous ceux avec qui je pagaie en ont une aussi.
Cela dit, c'est formidable de voir cette pagaie prendre forme. Ray, c'est presque fini, je crois. Je l'ai fait un peu lourde par endroits, parce que c'est du cèdre. Il n'a pas la même résistance que d'autres bois. Tu vas voir qu'elle est même déjà un peu flexible. C'est un bois beaucoup plus délicat, mais très léger. Et je sais que tu aimes les pagaies légères. Oui, beaucoup. Tu veux l'essayer? Oui. Va faire un tour. Alors, Ray, tes premières impressions? Testé et approuvé. Ray Goodwin, maître pagailleur. Elle me plaît. Voilà ce qui, ce matin, était encore un rondin. Après avoir passé avec succès l'épreuve du feu, Ray a envie de s'essayer à ce nouvel exercice. Moi, j'ai bien dormi, tandis que Ray, lui, est resté éveillé toute la nuit à essayer de tailler une pagaie. Et voilà le résultat. Elle est devenue de plus en plus petite. Enfin, il m'assure qu'il s'agit en réalité d'une spatule dont il va se servir pour préparer des crêpes ce matin. C'est ce qu'on va voir. Rien dans toute l'histoire des techniques de survie n'a jamais dû nécessiter autant de travail que cette spatule. Mon Dieu! C'est une belle matinée. Et nous pagayons dur depuis quelques jours. C'est agréable de se détendre un peu. Les voyageurs qui circulaient sur ces rivières où règne une atmosphère assez idyllique menaient quant à eux une vie très difficile. Ils se levaient aux premières heures du matin. Quelqu'un leur donnait le signal du réveil et ils prenaient la route le ventre vide. Faisaient plusieurs kilomètres avant de s'arrêter pour un petit déjeuner probablement préparé la veille au soir. Ainsi commençait leur journée, durant laquelle ils rameraient 18 heures durant. Quelle vie! Sans compter qu'ils ne faisaient pas que descendre cette rivière, ils la remontaient aussi. C'est fou! Quoi qu'il en soit, on a des crêpes au menu ce matin. Nourriture traditionnelle du canoëiste, de quoi lui donner assez de force pour pagayer toute une matinée. J'ai hâte de passer à table. Mon Dieu, je n'avais jamais fait une crêpe aussi rabougrie. Tu es prêt, Ray? Oui. Un peu de beurre. Et maintenant, l'heure de vérité. C'est bien chaud. C'est très bon. Un vrai régal. Les crêpes une fois englouties et après une journée de repos, il nous tarde de retourner sur l'eau. Chacune des parties de cette rivière possède un charme singulier et la prochaine étape tient sa promesse. Nous voilà confrontés à une série de rapides d'ampleur et d'intensité variables. Lors d'un voyage comme celui-ci, il existe 3 solutions pour négocier les rapides. Les plus amusants sont ceux où l'on peut se jeter. Et en un sens, plus ils sont puissants, plus on est ravi. De quoi combler Ray, lui qui adore les défis en eau vive.
Je n'y suis pas insensible non plus. La descente se déroule sans incident, jusqu'à la fin, où 3 énormes vagues menacent de nous engloutir. La première vous entraîne aussitôt vers la suivante, qui à son tour vous pousse dans une autre. Dans ces rapides-là, la nature éprouve notre sang-froid comme notre adresse. Ray n'a pas pu s'empêcher de parader devant la caméra en surfant la vague, un exercice qui exige un équilibre et une maîtrise exceptionnelle. Un vrai maître de la pagaie, je vous le disais. Un maître un peu toqué aussi. Certains rapides se situent dans des eaux très peu profondes. Je sens le fond de mon frêle canoë frotter contre les rochers. Je suis contraint de mettre pied à terre. Ce type de rapide nous oblige à recourir au passage à la cordelle, c'est-à-dire à tirer le canoë sur les bas-fonds au bout d'une corde. C'est un peu pénible quelquefois, mais rien de bien méchant. À bord de son canoë moderne, Ray passe sans problème, le plastique rebondissant sur les rochers bien mieux que le cèdre et la toile. Mais voyager à bord d'un aussi beau canoë vaut largement une petite marche à pied. Ce n'est pas très hollywoodien. Dans une production hollywoodienne, on filmerait ce canoë dévalant à fond de train les rapides les plus tumultueux. Mais alors, on aurait sans doute pu sacrifier une vingtaine d'embarcations. La réalité de ce voyage, c'est qu'on n'a qu'un seul canoë, auquel on doit donc toujours accorder la priorité. C'est le seul moyen dont on dispose pour arriver à bon port. Il arrive qu'il y ait trop peu d'eau, ou beaucoup trop. On se trouve ici au rapide de Split Rocks. Il n'y a pas moyen de passer par là en canoë. D'où le second critère qui préside à la conception de ces bateaux. D'une part, le canoë devait pouvoir supporter le chargement et endurer des chocs sur les rochers. D'autre part, il devait être suffisamment léger pour qu'on puisse le porter et passer les endroits impossibles à négocier par la voie des eaux. En attachant les pagaies au banc de nage, on se ménage des poignées bien utiles pour porter le canoë. C'est ce qu'on appelle le portage. Et disons-le, c'est très éprouvant. Ici, les voyageurs devaient transporter leur gros canoë à la force du bras. Certains chemins de portage qui bordent ces rivières sont très longs. Il fallait être robuste. Une fois le canoë à l'eau, il leur restait à retourner chercher leur chargement. En plus de ses propres vêtements, chaque homme était censé transporter 6 ballots de 40 kilos, 2 ballots par voyage. Il est temps d'installer notre dernier campement. L'endroit situé au bout du chemin de portage en valait bien un autre. Chaque voyage trouve son propre rythme, celui-ci comme les autres. Je consens à aller pêcher notre dîner, en échange de quoi Ray se chargera d'allumer le feu. Parfait. Un poisson blanc, c'est un délice. Ce merveilleux voyage s'achève en beauté. Nous rentrons tous deux avec une moisson de souvenirs. Quelle expérience fabuleuse ce fut d'avoir couvert une partie, si modeste soit-elle, de la route des voyageurs. Après le dîner, on a tout le loisir de s'abandonner à ses pensées.
Camper le long d'un chemin de portage me fait un peu frémir. Ces chemins ont été percés bien avant le commerce de la fourrure par les populations indiennes évoluant dans la forêt. Ils sont devenus par la suite la voie royale empruntée par les voyageurs pour le portage de leur matériel, leurs ballots de 40 kilos contournant ainsi les chutes. Il m'arrive de penser qu'à s'asseoir ici dans la paix du soir, on verrait passer les fantômes des voyageurs. Envoyons de l'avant nos gens, envoyons de l'avant, envoyons de l'avant nos gens, envoyons de l'avant, envoyons de l'avant nos gens, envoyons de l'avant. Le dernier jour passé sur une rivière éveille toujours des sentiments mélangés. J'étais certes un peu triste d'avoir à quitter un aussi bel endroit, mais il s'y mêlait la satisfaction d'avoir pénétré au cœur de cette rivière. Mais ce n'est pas tout. En utilisant ce type de matériel, la toile, le bois, on accepte de ne faire plus qu'un avec la nature. D'être un peu mouillé quand il pleut, tout en sachant qu'après la pluie, on pourra se sécher. Je me dis parfois que notre utilisation du matériel moderne revient à nier la nature, comme si on était en guerre contre elle. Selon moi, on annule ainsi la puissance d'envoûtement de cette région. Ce voyage m'a permis d'aiguiser ma compréhension de ce que représente le canoë pour les Canadiens. Depuis les premiers Indiens, en passant par les marchands de fourrure jusqu'à aujourd'hui, les hommes ont une affinité avec le canoë. Il a fini par faire partie intégrante de ce qu'ils sont. Un sentiment qu'a résumé Pierre Trudeau, l'ancien Premier ministre canadien. Ce qui caractérise une expédition en canoë, a-t-il écrit, c'est qu'elle nous purifie plus rapidement et plus sûrement que tout autre. On a beau parcourir 2000 km en train, on reste une brute. Faire 500 km à vélo, on conserve ses habitudes bourgeoises. Mais que l'on parcourt 100 km en canoë, et nous voilà redevenus un enfant de la nature. Je ne saurais mieux dire. Un dernier exploit